Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à Culture et Politique. Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h30. Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, au programme, l'immigration, droit et le droit du sol, et puis Marseille et les filles de l'Ogu. Et pour cela, nous avons un invité de marque, le sénateur Stéphane Ravier. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bonjour. Merci pour votre invitation, très heureux d'être là. Nous aussi, nous sommes heureux de vous accueillir. C'est rare d'avoir des personnalités à ce micro. Enfin, remarquez pas tant que ça, ça devient de plus en plus fréquent. Ça devient de plus en plus fréquent. Et ça va continuer. Et ça va continuer et nous espérons vous avoir plus souvent. Alors, pour attaquer immédiatement le sujet, nous avons 30 minutes, ce qui est court pour traiter ces sujets-là. Nous allons commencer par ce sujet d'actualité. Là, on en parle beaucoup, mais on parle beaucoup et on agit peu, j'allais dire. Immigration, droit du sol, et à cela est attaché l'islam, l'islamisme, l'islamisation, je ne sais plus comment parler pour ne pas être condamné. Choquer les oreilles chastes. Voilà. Insécurité, ce qui va avec. Alors, je vous laisse d'abord répondre sur le droit du sol. C'est un vieux débat, mais qui est remis un peu sur le tapis, pour après vous questionner sur Bruno Retailleau. Mais d'abord, le droit du sol. Est-ce qu'il y a un droit du sol en France réellement ? Parce que le sujet, nous ne sommes pas les États-Unis. Et ça, on l'oublie souvent. Oui, il y a un droit du sol. Il y a un droit du sol qui n'est pas si récent que ça. Et puis qui n'est pas, en réalité, historiquement, empreint d'humanisme, de bienveillance. On sait très bien que c'était pour affronter une natalité germanique plus audacieuse, plus importante que la nôtre. Il fallait, au début du siècle dernier, il fallait préparer la guerre, avoir des combattants. C'était là le but. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire qu'il a toujours existé, qu'il a toujours été la valeur suprême de la France, dite des Lumières, etc. Donc tout ça, c'est je dirais un peu de la foutaise, mais il sert, en tout cas, il sert un des leviers de la politique d'immigration et à terme de remplacement du peuple historique de France. C'est ça la réalité. Donc il est sous les feux de l'actualité depuis quelque temps avec ce qui se passe à Mayotte. Oui. Mais en réalité, pas seulement à Mayotte, ça se passe aussi en Guyane, ça se passe aussi sur le territoire métropolitain, où ce phénomène prend une ampleur complètement incontrôlée. D'autant que Marseille a un point commun avec Mayotte, ce sont les Comoriens. Marseille, la première ville comorienne au monde. Nous sommes la plus grande ville comorienne du monde, oui, avant les Comores. Je vous ai dit que ce n'est pas tout à fait un droit du sol, parce que contrairement aux États-Unis, où l'on est américain immédiatement à la naissance, c'est-à-dire on a un passeport américain au moment où l'on est. Alors qu'en France, c'est à l'âge de 18 ans qu'on l'est plus ou moins automatiquement. Je veux dire par là, je pense que ce n'est pas quelque chose de constitutionnel, ce n'est pas quelque chose d'aussi affirmé qu'aux États-Unis, et je me demande si pour cette raison, il n'est pas modifiable plus facilement, puisqu'on n'est pas vraiment français immédiatement. Si on est né en France à l'âge de 10 ans, on n'est pas encore français. Il faut du courage. Il faut du courage politique et c'est le sujet tabou parmi les sujets tabous, que celui de l'immigration en général et le droit du sol en particulier. Même si on commence à aborder le sujet en raison de l'actualité à Mayotte, mais on sent bien qu'il y a une volonté d'en parler, mais pas d'aller au-delà, y compris de la part de ceux qui ont le verbe haut en ce moment du côté du ministère de l'Intérieur. Ça remonte à Charles Pasqua, 1986, cette affaire. Mais on va y venir. Oui, vous voyez, comme quoi c'est le serpent de mer, on en parle. Voilà, c'est réformer le code de la nationalité en 1980, pendant la mandature. C'est le sujet récurrent, c'est le sujet dont que les Français souhaitent aborder sur le fond. On continue à l'aborder sur la forme, mais pas au-delà. Alors, vous parliez du ministère de l'Intérieur, on va y venir, parce que là, on apprend justement que Bruno Retailleau va postuler, va candidater pour parvenir à la tête des Républicains contre Laurent Wauquiez. Est-ce qu'on ne va pas assister à une espèce de duel de poissons blobs, c'est-à-dire d'organismes assez mous, et dont l'un fait semblant d'avoir des convictions de droite affirmées. Mais alors le problème, c'est que sur cette question du droit du sol, et de l'immigration, et des méfaits de l'immigration, et tout ce qu'il nous a donné ces derniers temps, ce sont des aveux d'impuissance. Et dans ces dernières déclarations, qui étaient plutôt du type un peu Calimero, en disant « Regardez, j'ai voulu renvoyer un OQTF algérien, un très vilain influenceur, ce sont les juges qui m'en ont empêché ».
Donc j'aimerais bien il l'a dit textuellement, j'aimerais bien que les Français se rendent compte à quel point c'est difficile pour nous. Oui, il était sur LCI notamment, vous faites allusion à ça. Tout à fait. Voilà, où il est encore dans la pleurniche. Je prends les Français à témoin, comme quoi je ne peux rien faire. Oui, bah alors, que lui répondez-vous qu'il fasse autre chose, alors, qu'il fasse autre chose. Mais il a été le président du groupe le plus important au Sénat, le Sénat qui est majoritairement à droite, dit-on. Eh bien, il aurait pu en profiter pour changer la loi, parce que si les juges se permettent de telles décisions, c'est qu'ils s'appuient sur des textes législatifs. Alors, certains pourraient l'éviter, ils pourraient ne pas être aussi tatillons, mais s'ils prennent ces décisions, c'est que la loi le leur permet. Eh bien, changeons la loi. Oui, et est-ce que Monsieur Retailleau a essayé de le faire durant ces années, eh bien il ne l'a pas fait. Justement, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Justement parce qu'il prétendait que c'est à cause de ces lois, comme si lui n'avait rien à voir avec ces lois. Enfin, on oublie qu'il vient d'un parti politique qui a eu deux présidents de la République. Visiblement, le texte précis qui a permis au juge d'annuler l'arrêté d'expulsion est un texte qui a été voté par le groupe LR au moment où c'était Bruno Retailleau qui le présidait. C'est toujours la même réalité avec LR, y compris avec Bruno Retailleau, qu'on aimerait croire, qu'on a envie de croire. Je le lui ai dit d'ailleurs, j'ai envie de vous croire. Mais une petite digression, quand il est venu à Marseille présenter son plan contre le narcotrafic, contre le stup, avant qu'il y ait la loi, il a parlé longuement. Il y a eu des choses intéressantes qui ont été exprimées, mais il n'a pas prononcé une seule fois le mot immigration, et donc pas une seule fois le mot expulsion. Comment peut-on être autant dans le déni ? Donc il y a du verbe, ça a l'air d'être intéressant, c'est intéressant, et puis quand on gratte un peu, quand on prête vraiment l'oreille, on se rend compte qu'il manque l'essentiel. Et ce qu'il a pu faire ou ne pas faire au Sénat, c'est ça la réalité. Moi je l'ai entendu souvent. C'est un orateur de talent. Encore une fois, on serait charmé. Mais quand on écoute bien, eh bien, on se rend compte que pour le Covid, par exemple, eh bien, au final, son groupe a été un soutien à la politique d'Emmanuel Macron. Il y avait la critique, ça allait aboutir nécessairement à une décision forte. Et puis, au final, on finit par rester dans le très politiquement correct. Et pour ce qui est de l'immigration, c'est la même chose. Je ne peux rien faire, mais bien sûr que si, tu peux faire, Bruno. Bien sûr que tu peux faire savoir à tes collègues LR, puisque tu ne l'as pas fait. Allez, il est encore temps, tu as encore une majorité au Sénat, mais de donner enfin cette impulsion législative pour que les choses changent. Mais on voit bien qu'il n'a pas encore ce courage. Alors, sur le sujet de l'islam, du voile, en tout cas, il a prétendu... il avait émis une idée comme ça d'interdire le voile à l'université. Le voilà qu'il recule, en tout cas dans cette émission où il se défend. Il était sur la défensive. Hein. Il dit non, mais c'est juste une idée que j'ai lancée comme ça. Alors, pardon de l'avoir lancée. Excusez-moi. Et puis comme mes mots ont dépassé ma pensée. Et il était attaqué en l'occurrence par une femme voilée sur le plateau, une Française, enfin dans le panel de Français. Je ne sais pas où LCI choisit son panel parce qu'il y avait sur 12 personnes. Très peu de Français historiques. 9 Français d'origine immigrée. Alors, c'est ce qui n'est pas la proportion du pays normalement. Mais enfin, bon, passons. En tout cas, il attaque comme tous, hein, comme toute la classe politique. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est une bonne stratégie d'attaquer l'islamisme, le voile et tout ce qui va avec, par le biais de la laïcité? Parce qu'à chaque fois, ça se retourne contre nous. Est-ce que c'est le bon? C'est exactement ça se retourne toujours contre nous. Je crois que le droit devrait s'enrichir de notre droit à rester nous-mêmes. Alors, c'est pas tellement législatif, mais c'est peut-être pas du concret, mais c'est quand même tellement ce que nous sommes. Nous sommes le pays des clochers, nous sommes le pays aux racines chrétiennes depuis plus de 16 siècles, et cela devrait s'imposer à une politique d'immigration qui n'a que 40 ans. Moi, je suis une politique, donc laïque, mais pas amnésique. Laïque par obligation, mais pas amnésique. Je n'oublie pas que à Marseille, c'est la bonne mère qui protège les Marseillais et personne d'autre, la loi aussi. Mais en tout cas, la présence, les racines chrétiennes de notre pays devraient nous permettre d'en imposer le modèle, d'en imposer une sorte de supériorité dans le paysage, dans le quotidien, dans notre savoir-vivre, dans notre savoir-être, et à partir de ce que font les pays musulmans, par exemple, ce que font tous les pays du monde, qui souhaitent conserver leur identité pour mieux la transmettre. Et donc là, on voit bien que la laïcité qui met sur le même pied d'égalité, un vieux pays gallo-romain aux racines chrétiennes et une masse qui est chez nous depuis seulement une quarantaine d'années, tout ça crée un déséquilibre et une injustice
une injustice qui est faite au peuple historique de notre pays. Donc pour vous, il faut interdire le voile non pas au nom de la laïcité, mais parce que ce ne sont pas nos coutumes et nos habitudes. Parce que cela ne correspond pas à notre savoir-être, à notre mode de vie. Ça ne correspond pas à l'image, à la réalité que nous avons des femmes. Ça ne correspond pas à notre histoire, et encore moins à notre histoire par définition passée, et puis à notre avenir. Vous êtes conscient que vous êtes une exception dans la classe politique française, parce que même le Rassemblement national ne tient pas ce discours. Même le Rassemblement national se lance dans le même créneau laïcard contre le voile, etc. Alors, vous êtes une exception. Écoutez, j'ai cette prétention, alors, inconsciente, mais moi, j'avoue que je prends plutôt en compte la réalité de ce que je vois. Moi, mon guide, c'est mon aire optique. Et je me plonge pas nécessairement dans les études, les comptes rendus compliqués avec des chiffres, des courbes. Je me fie à ce que mon aire optique me renvoie, je dirais. Alors je ne parlerai pas des bruits et des odeurs, je laisse ça à Jacques Chirac. Paix à son âme aussi, noir sa-t-elle. Mais la réalité, c'est celle-là. C'est que moi, je vois à Marseille, et pas seulement à Marseille. Moi, j'ai la chance de me déplacer quand même un peu partout en France, dans les villes moyennes et même dans les campagnes désormais. Eh bien, nos paysages changés, notre mode de vie changé. Ça passe de la boucherie du quartier jusqu'à l'épicerie, les fêtes. Tout ça est en train de changer en raison de cette masse qui importe chez nous ses traditions, sa culture, son culte, et justement par son nombre finit par supplanter la nôtre, puisque nous, Français, sommes en voie, sinon de disparition, de forte diminution. Alors si on traite ces phénomènes, cette antériorité historique, cet enracinement sur le même pied d'égalité que ce phénomène d'immigration et de natalité extrêmement forte, nous sommes condamnés à disparaître. Donc il faut trouver un autre moyen, un autre droit que celui de la laïcité, le droit de rester nous-mêmes. Je laisse la parole à Pierre-Henri. Quel est, à votre avis, pourquoi ils n'osent pas dire les choses? Pourquoi ils se cachent derrière la laïcité? Je parle des autres hommes politiques. J'avais à peu près la même question. Parce qu'ils n'ont pas de courage, je crois que c'est tout simplement ça, ils n'ont pas le courage. Il y a aussi, par calcul électoral, ce sont quelquefois, pas seulement à gauche mais aussi à droite, leur poste dépend des électeurs, et dans leur circonscription, dans leur département, il y a désormais, quasiment partout en France, une présence d'origine étrangère, de confession musulmane, voire islamique, quelquefois islamiste, qui est tellement importante qu'elle fait défaut des majorités, et ils peuvent perdre leur siège. Il y a aussi ce minable calcul à droite, à gauche comme à droite. À Marseille, c'est assez flagrant. Un manque de courage, c'est à l'image quand même de cette classe politique depuis une bonne quarantaine d'années. On va faire une pause pour le Bobino, et Pierre-Henri va vous interroger sur Marseille. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors nous revoilà dans cette émission, et je laisse la parole à Pierre-Henri qui va vous interroger sur le futur de Marseille. Marseille, un peu l'œil du cyclone depuis peut-être aussitôt que Paris dans les mutations engendrées par l'immigration de masse et l'islamisation aussi, et maintenant terrain de chasse de l'extrême gauche avec LFI. Alors on entend beaucoup parler dernièrement de Sébastien Delogu et de ses prétentions pour les municipales de 2026. Oui. Quelles sont vos réactions par rapport à ces projets? Sébastien Delogu a été élu et réélu dans une partie des quartiers nord, député, avec plus de 60% des exprimés. Donc il a score à l'algérienne, on va dire. Quasiment une légitimité démocratique, avec essentiellement, quand on regarde bureau par bureau et que l'on connaît ces quartiers, un vote français, puisque pour voter il faut être français, mais un vote extrêmement communautaire. Ça, c'est clair que la population dans ces quartiers a radicalement changé en une trentaine d'années. Moi, ça fait plusieurs décennies que j'en suis un des représentants politiques et militants, et mon aire optique me renvoie cette réalité d'un grand remplacement de population, de culture, de culte et d'expression démocratique et de vote. Je ne dirais pas que c'est
quartiers sont définitivement perdus pour la droite nationale, mais ça y ressemble fortement. J'ai l'impression que M. Delogu sera élu à vie, à moins qu'il soit remplacé, parce que vous savez... oui, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que le futur maire de Marseille... au sein de LFI, des représentants qui soient... physiquement, qui ressemble à l'électorat qu'il défend. Est-ce que le successeur de Jean-Luc Mélenchon ne s'appellera pas Mohamed ? Mais c'est exactement comme ça que l'on est déjà en train de le réclamer au sein de LFI. C'est la révolution mange toujours ses enfants, et il y a toujours plus extrémiste que les prédécesseurs. Donc Sébastien Delogu, pour l'instant, c'est celui qui incarne le mieux LFI tel que nous le subissons, avec ce drapeau palestinien brandi à l'Assemblée nationale, le Hamas, qui n'est évidemment pas un groupe terroriste, mais c'est des résistants, selon M. Delogu. Israël n'est pas Israël, mais une entité sioniste. Si ça coche pas toutes les cases de l'antisémitisme, ça y ressemble fortement, et qui excite les jeunes en disant qu'il faut qu'ils se mobilisent pour faire sauter la mairie. C'est celui qui souhaite que la légalisation du cannabis et puis que la vente soit réservée aux anciens dealers, qui n'est jamais en retard. On va venir au sujet sécuritaire d'une provocation et d'une volonté de mettre le feu partout où il passe. Voilà, et il met la pression à Benoît Payan, à Samia Ghali, il menace son territoire, les quartiers nord. Donc c'est une réalité, et pas seulement, dans le centre aussi, rappelons-nous qu'il y a quand même Manuel Bompard, qui est député également, il y en a un autre dans le centre de Marseille. Donc LFI, c'est pas seulement les quartiers nord, c'est le centre. Ils peuvent être faiseurs de roi, en tout cas. Ils peuvent gagner 1, 2 ou 3 secteurs. Marseille en compte 8. Ils sont incontournables. Que fera la gauche dite républicaine ? Vous avez Madame Rubirola, qui est la première adjointe de Benoît Payan, le maire de Marseille, qui déjà demande au maire d'entamer des négociations et des discussions avec M. Delogu. Voilà, donc le drapeau palestinien et du Hamas au fronton de la mairie de Marseille en 2026, c'est possible, si la droite ne réagit pas. Est-ce que vous seriez candidat ? Oui. Si Dieu me prête vie, oui. oui, je serai candidat parce que c'est ma ville, parce que c'est ma passion, parce que j'ai Marseille au tripes, au cœur, ce que vous voulez. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas un parachuté. Non, moi je ne suis pas un parachuté. J'ai grandi et vieilli à Marseille et je sais que comme les civilisations, eh bien, les cités sont mortelles et Marseille est en train d'être moins marseillaise chaque jour, que Marseille est en train d'être remplacé, que le peuple historique de Marseille est grand remplacé, que nos quartiers vivent au rythme de l'islamisation, des tueries, qu'il y a une insécurité qui est en partie l'expression ou le résultat d'une immigration incontrôlée, puisque même Darmanin, encore ministre de l'Intérieur, nous faisait savoir que 60% de la délinquance à Marseille était le fait des étrangers. Et on ne compte pas les binationaux. Les binationaux, les naturalisés. Donc, moi, cette réalité des conséquences multiples de la folle politique d'immigration, eh bien, je la vois tous les jours, je la subis comme les Marseillais tous les jours. Et puisque Marseille est un laboratoire pour le reste de la France, je tire la sonnette d'alarme depuis longtemps déjà. Parce que si Marseille et la France de demain, nous avons toutes les raisons de nous inquiéter et donc de nous mobiliser. Alors l'évolution sécuritaire justement, parce qu'on a en effet l'impression que Marseille est un peu le laboratoire qui présage une évolution qui va ressembler un peu au Mexique en fait, en termes de violence de gang, en termes de narcotrafic. C'est ce que les magistrats eux-mêmes ont décrit, oui, une mexicanisation. Et qui d'ailleurs s'était fait tancer par le garde des Sceaux de l'époque, si je ne m'abuse. Surtout pas dire la vérité. Oui. Surtout pas dire. Qu'est-ce que votre nez optique voit justement de cette évolution-là ? Écoutez, les magistrats ont exprimé ce que j'ai pu dénoncer il y a déjà des années, c'est en 2005, lorsqu'il y a eu les émeutes suite à la mort de ces deux jeunes. Il y a des Bouna dans le transformateur. Dans le transformateur, et bien Marseille, ça n'avait pas bougé. Ça n'avait pas bougé. Oui. L'équipe de l'époque, l'équipe municipale avait dit oui, c'est grâce à la politique. C'est l'intégration. Puis le soleil, le pastis, l'OM, ce que vous voulez. J'ai dit non, c'est pas ça. C'est déjà les stupes qui tiennent les cités. En 2005, je le faisais savoir. Donc,
20 ans plus tard, il y a une professionnalisation de ces individus, avec la DZ Mafia en particulier, qui a vraiment mis la main sur les Blacks, puisqu'il y avait un autre groupe concurrent, Gitans, Comoriens. Donc c'est la DZ Algérie Mafia qui gère tout ça désormais, d'une main de fer dans un gant de plomb, et qui désormais est tellement puissante que les magistrats eux-mêmes envisagent que cette organisation puisse financer les campagnes électorales de certains. On se demande bien qui. Que des jeunes soient envoyés passer les concours de l'administration pénitentiaire. Bon, ils auront un complément de salaire, évidemment. Donc ce sera une infiltration. Donc c'est vraiment une mexicanisation. Ils infiltrent tout. La corruption aussi dans les douanes, qui font un travail remarquable. C'est grâce aux douanes qu'il y a les plus grosses saisies. 70% des saisies sont le fait des douanes. Bon, donc il y a vraiment un danger de mexicanisation, et puis qui s'exprime par une hyper-violence, en rafale, en plein jour, jusqu'à tuer des innocents. Cette jeune étudiante, Socaïna, qui avait pris une balle alors qu'elle était dans sa chambre chez elle. Bon, voilà, on en est là à Marseille. Et pas seulement dans les quartiers nord, hein, dans le centre, dans les quartiers est. Curieusement, mais je pense que ça ne peut être qu'un hasard, la carte, je dirais, du trafic de stupes correspond curieusement à la carte de l'immigration à Marseille. Oui, des quartiers grands remplacés. Mais c'est sûrement un hasard. Oui, mais ne craignez-vous pas, au cas d'une victoire d'une coalition menée par LFI, par exemple, au municipal, que ça soit définitif? Je veux dire par là que souvent on voit des mairies tomber dans un camp politique et puis y rester extrêmement longtemps, voire pour toujours, parce que le maire fait une politique de remplacement. Alors vous allez me dire, Marseille est déjà remplacé, mais enfin tout de même, de verrouillage de l'électorat, si bien qu'on ne peut plus le déloger. Ne craignez-vous pas ça pour Marseille? Alors c'était déjà le cas depuis l'arrivée de Benoît Payan et son orchestre, là, en tout cas Mme Rubirola puis Benoît Payan, en 2020. Le signal est très fort. Il avait annoncé que Marseille serait un port accueillant pour l'immigration et pour SOS Méditerranée en particulier. C'est entendu dans tout le bassin méditerranéen, ça. Et sur le Vieux-Port, ça a changé. Sur le Vieux-Port lui-même, hein, ça a changé en quelques mois. J'avais dit il y a plus de voiles sur le quai que sur l'eau. Mais c'est une réalité. Il suffit encore d'utiliser son air optique. Il y a déjà eu une accélération avec Benoît Payan. C'était déjà bien entamé sous Jean-Claude Gaudin, hein, et sous son équipe. Mais là, il y a eu une accélération avec Benoît Payan, qui ne cache pas son attachement à une ville ouverte, à toutes les immigrations. Alors si en plus, il y a M. Dologu et ses amis, mais ça va faire fuir les Marseillais, je dirais, de souche, le peuple historique de Marseille, qui sentira bien qu'il n'est plus le bienvenu chez lui, qui quittera Marseille. Et ce sera entendu, évidemment, par tous les miséreux du bassin méditerranéen ou des autres communes de France qui vont converger à Marseille, ce qui va accélérer le processus de grand remplacement, accélérer le processus d'appauvrissement de cette ville. 210 000 Marseillais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors, il n'y a pas que des Marseillais historiques, en plus. Donc, on a déjà un quart de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Si en plus on a une équipe à la tête de la ville qui est favorable à l'accueil de tous les miséreux du bassin méditerranéen, il en est fini de cette ville. Mais il en est définitivement fini. Comment réagissent les grands patrons à Marseille? Je veux dire que c'est un grand port, c'est le plus grand de France. Il y a là des grandes sociétés de transport. Je fais allusion à l'une d'entre elles dont le groupe vient de prendre le contrôle d'un autre groupe de médias. Je veux dire... On ne va pas le nommer, CMA CGM, et qui a pris le groupe BFM TV et tout ce qui va avec. Et comment ils réagissent par rapport à ça? Ils s'en inquiètent ou sont-ils totalement aveuglés? Alors, ils sont plutôt macronistes. Hein. Oui, je sais bien, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Ils sont plutôt macronistes. C'est pour ça que je vous pose la question. Pour l'instant, ils sont un petit peu enfermés dans leur tour de verre, là, qui a une vue dégagée sur la mer. Est-ce qu'ils peuvent disparaître avec perte et profit? Vu de la mer, Marseille, vous avez ce front-là, ce front de mer, vous avez la Major, vous avez le port, vous voyez Notre-Dame de la Garde, les Calanques, mais en fait, Marseille, c'est 240 km². Donc, si l'on quitte un peu la tour CMA-CGM et que on veut aller au contact de la réalité des Marseillais, il n'y a pas de raison que M. Saadé, pour ne pas le nommer, ne se rende pas compte de la réalité. Alors pour l'instant, il est dans cette démarche macroniste, mais moi
moi, je vais essayer de le convaincre que il y a une vie après le macronisme qui, je l'espère, va prendre fin. Enfin, il en sera. Mais pour l'instant, sincèrement, il est assez éloigné des préoccupations des Marseillais dans ce domaine oui, mais de je veux dire que l'immigration. le futur économique de Marseille est profondément menacé, non? Oui, c'est déjà une ville extrêmement pauvre, c'est déjà une ville qui bat tous les records en pauvreté, chômage, etc. Bon, pour lui, pour l'instant, ça ne le touche pas vraiment, son activité, Mais ça pourrait venir. mais ça pourrait venir. Oui. Ça pourrait venir. Alors, il y a lui, mais il y a d'autres patrons. Et c'est vrai que pendant longtemps, ils ont pensé à leur feuille d'impôt, à leur chiffre d'affaires, à leurs intérêts, dans le sens financier du terme. Mais ça y est, eux aussi commencent à être touchés par une immigration. Vous avez le président de la Chambre de commerce, le président de l'association des commerçants du Vieux-Port, se sont exprimés il y a quelques mois sur ce sujet-là. Ça aurait pu être signé Stéphane Ravier. Ça y est, ça les touche, c'est sous leur fenêtre. Donc ça y est, ils en sont désormais conscients. Bon, je crois que ça va pas tarder à être sous les fenêtres de la CMA-CGM et il n'a pas de raison qu'il ne voit pas la réalité enfin, en espérant que ça ne soit pas trop tard. Espérons. Espérons. Cette émission est terminée. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous invitera de nouveau pour parler pour les élections municipales et vous nous diriez qui vous arriverez à rassembler autour de vous. Les Marseillais. C'est ce qu'on vous souhaite. Et parmi les cas. personnels politiques, ceux qui auront trouvé du courage. Merci Stéphane Merci Ravier. à vous. Et Merci pour à la l'invitation. semaine prochaine, chers auditeurs.